Bonjour tout le monde. On commence notre séance du module de la biochimie végétale et nous sommes toujours dans le groupe des molécules phénoliques. Ce que vous voyez sur l'écran maintenant, c'est quelques classes des molécules phénoliques. C'est-à-dire, au niveau de ce schéma, on ne peut pas vous donner toutes les molécules des phénols. Maya Mamoucha, coupez le microphone s'il te plaît. On vous a dit que ce slide il regroupe quelques molécules phénoliques parce qu'il existe 8000, mais à chaque fois on découvre de nouvelles molécules. On a vu déjà que les molécules phénoliques parviennent à partir de la voie du shikimate. Et à partir de cette voie, c'est-à-dire c'est l'acide shikimique, qui peut nous donner quelques molécules phénoliques, ou bien à partir de quelques acides aminés comme la phénylalanine, la tyrosine, quelquefois peuvent induire la formation de l'acide cyanamique qui est responsable, ou bien le premier responsable de la formation des molécules phénoliques. On a classé les molécules phénoliques en ester, en acide, en alcool, en aldéhyde et les dérivés d'acide cyanamique. Aussi, on a les coumarines, on a les flavonoïdes, on a l'éthanol, on a les coumarines, on a pas mal, si vous voulez, de molécules qu'on va les voir par la suite. C'est-à-dire on va suivre étape par étape. Ce schéma, nous l'avions déjà vu à plusieurs reprises, où on peut voir la présence de l'acide shikimique qui peut nous donner 3 acides aminés, c'est la tyrosine, la phénylalanine et maintenant la tryptophane. Et à partir de ces acides aminés, soit on obtient des alcaloïdes, nous l'avions déjà vu auparavant, ou bien la tyrosine plus la phénylalanine peuvent nous donner des molécules phénoliques. Parmi les molécules phénoliques, les coumarins, la lignine, on a les flavonoïdes et l'éthanol. Ce que vous voyez là, c'est les grandes catégories des molécules phénoliques. Commençons par les phénols, ça veut dire des alcools, les acides, les coumarines, les lignanes, les flavonoïdes, les anthocyanosides et l'éthanol. Nous, aujourd'hui, on va essayer de cibler beaucoup plus les lignanes et maintenant les flavonoïdes. Au niveau de cette photo, on peut voir une plante qui est complètement recouverte par des feuilles de couleur verte et au milieu, on a la tige. Au niveau de la tige et maintenant au niveau des feuilles, on va trouver les vaisseaux conducteurs. Les vaisseaux conducteurs composés par le bois, ou bien on l'appelle le xylème, et en même temps le libère, qu'on appelle le phloème. Si on essaye de faire l'étude de la composition chimique du xylème, on va voir qu'il est composé par plusieurs couches en des cellules qui sont rigides et leur rôle, c'est beaucoup plus le transport de l'eau et des sels minéraux à travers, si vous voulez, le système racinaire jusqu'à l'obtention des feuilles, des fleurs et maintenant des fruits. Regardez là, au niveau du premier dessin, c'est une plante où on peut voir les feuilles de petite de taille, on a la tige. Ici, on essaye d'éliminer, si vous voulez, les feuilles et on va trouver à l'intérieur la présence des vaisseaux conducteurs composés par le xylème. Si on essaye de couper une partie du xylème et le voir sous microscope électronique à balayage,
on va trouver que le xylème, c'est quoi? Ce sont des tuyaux qui mènent ou bien qui vont transporter l'eau et les sels minéraux. Et regardez, là, il est composé par plusieurs couches et les couches sont liées l'une à l'autre. Et ces couches, en général, sont composées par deux matières qui sont vraiment très rigides. La première matière, c'est beaucoup plus la cellulose, hein, qui est biodégradable. Elle est composée beaucoup plus par des sucres et des molécules de glucose. Et elle est biodégradable dans la nature. Et on peut, si vous voulez, la faire fermenter pour obtenir, si vous voulez, de l'alcool. Et on a une deuxième matière, on l'appelle la lignine, ou bien dans des livres, vous trouvez le terme lignane. Et la lignine, elle compose, ou bien elle fait partie de 25% des constituants de la paroi cellulaire. Et cette matière, elle ne se dégrade pas dans la nature. C'est-à-dire, elle peut rester intacte pendant plusieurs siècles. Maintenant, on vous demande de donner la définition de la lignine. Vous dites que la lignine est la substance organique la plus abondante après la cellulose. C'est-à-dire qu'elle vient en deuxième lieu après la cellulose. C'est la première définition. Ou bien, on peut donner une autre définition. La lignine est l'un des principaux constituants du bois. C'est-à-dire le bois, là, c'est le xylème. Deuxième, c'est le deuxième en importance après la cellulose et en même temps l'hémicellulose. C'est-à-dire elle peut fabriquer, bien elle peut participer avec une proportion de 10 à 25% de la biomasse sèche de la plante. Et en même temps, elle est présente dans la plupart des plantes vasculaires. C'est-à-dire que la lignine entre dans la constitution des cellules qui sont mortes rigides chez les plantes vasculaires, c'est-à-dire les plantes supérieures qu'on peut les voir à l'œil nu. Et en même temps, on peut la trouver chez quelques algues, c'est-à-dire chez quelques plantes qui se développent dans de l'eau, que ce soit l'eau saumâtre, l'eau douce ou bien l'eau salée. Aussi, on peut utiliser une autre, si vous voulez, définition. La lignine est un polymère ramifié de phénylpropanoïdes, et maintenant on a parlé déjà de phénylpropanoïdes, qui sont composés par trois types principaux d'alcool, mais la composition est variable chez les différentes espèces. C'est-à-dire, la définition purement chimique, on dit que la lignine est un polymère ramifié de phénylpropanoïdes. Et entre parenthèses, on a mis qu'il existe trois principaux alcools qui peuvent participer à la formation de la lignine, mais ces trois alcools vont participer d'une façon différente dans la constitution de la lignine d'une espèce à une autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver les mêmes proportions. Regardez là, au niveau de cette formule chimique ou bien cette stéréochimie, on peut voir que la lignine, elle est composée par plusieurs cercles et plusieurs cycles, où on peut trouver aussi la présence des molécules alcooliques de couleur, on a la couleur marron, la couleur verte et on a la couleur bleue. Ce que vous voyez là, ce sont des alcools. C'est-à-dire, on a quelques alcools qui peuvent participer à la formation de la lignine. C'est pour cela qu'on a dit que cette molécule, elle n'est pas dégradable dans la nature. Il n'existe pas, si vous voulez, une enzyme ou bien, si vous voulez, un produit qui peut la dégrader facilement. Cette molécule, on a dit qu'elle peut, si vous voulez, se développer ou bien elle peut être synthétisée à partir d'un acide aminé qu'on appelle phénylalanine. C'est un acide aminé issu de la transformation de la cellulose. Au niveau de cette molécule,
on peut voir la présence de trois alcools. On a l'alcool paracomaridique, on a l'alcool coniféridique, on a l'alcool synaphylique. C'est-à-dire on a trois types d'alcool. Et regardez du point de vue en composition chimique, il y a une petite différence entre ces composés. Regardez là, au niveau de l'alcool paracomaridique, il contient uniquement un groupement hydroxyle au niveau des deux extrémités. Alors que pour l'alcool coniféridique, il contient les deux groupements hydroxyliques avec un groupement méthoxylique, un seul groupement méthoxylique. Et pour le troisième type d'alcool, synaphylique, il contient deux groupements méthoxyliques sur les deux côtés. Regardez, MEO, ça veut dire c'est un groupement méthoxylique, c'est H3O. Ces principes, ou bien si vous voulez, ces trois types d'alcool, on a dit, on les trouve au niveau de la composition chimique de la lignine. Mais ça diffère d'une espèce à une autre, du point de vue, si vous voulez, présence, absence, et maintenant leur concentration ou bien leur rapport. C'est-à-dire, on les trouve avec 1%, 2%, 10%, 100%, ça dépend, si vous voulez, des espèces végétales. Pour les trois alcools, regardez là, il y a une différence de point de vue, si vous voulez, stéréochimique. Pour l'alcool paracomaridique, il ne possède pas un groupement méthoxyle, OCH3. Alors que pour le deuxième alcool, alcool coniféridique, il contient uniquement un groupement méthoxyle. Pour le troisième, alcool synaphylique, il contient deux groupements méthoxyles. Ces monomères forment respectivement les unités. On les a dans des livres, vous trouvez unité HGS. H, ça veut dire c'est hydroxyphényl. G, c'est gaiacyle. Et le S, c'est rangyle. Et les composés en général se combinent de manière différente chez chaque espèce de plante. Exemple type, l'alcool coniféridique, qui contient normalement un seul groupe méthoxylé, OCH3, est très abondant. On le trouve beaucoup plus avec 80% chez les conifères, des gymnospermes. Les conifères, vous les connaissez, c'est beaucoup plus, on a le pin, le cyprès, hein, on a les plantes comme le génévrier, le pin c'est snowball, on le trouve chez Sarwell, on le trouve chez l'Arahar, au Taga, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce sont des plantes, des gymnospermes, on les appelle gymnospermes, ou bien on utilise le terme conifère, ça veut dire qu'ils ont, si vous voulez, un fruit sous forme de corne. Et au niveau de leurs cellules lignifiées, on va trouver la présence de la lignine composée par 80% de l'alcool coniférique. Alors que l'alcool synaphylique, qui contient normalement deux groupements méthoxyles, c'est-à-dire deux groupements TH3O, on le trouve beaucoup plus, presque à 50% de la composition de la lignine chez les angiospermes. Les angiospermes commencent par les monocotylédones et maintenant les dicotylédones. Parmi les monocotylédones, on a l'ail, l'oignon et les autres espèces. Et parmi les dicotylédones, on a le pommier, le poirier, les fraisiers, c'est-à-dire toute la gamme des angiospermes qui contient beaucoup plus l'alcool synaphylique. On revient toujours à notre schéma stéréochimique de notre molécule de la lignine, où on peut voir la présence du paracomaridique et maintenant l'alcool coniféridique et l'alcool synaphylique. On le trouve, si vous voulez, à plusieurs concentrations au niveau de notre molécule qui sont
les lignées. Maintenant, on se pose la question, pourquoi la plante synthétise la lignine ou bien les lignines? Elle les synthétise en premier lieu parce qu'ils ont un rôle structurel dans les parois cellulaires. La plante, pour qu'elle puisse se développer, si vous voulez, perpendiculaire sur le sol, elle est censée avoir un support. Et la lignine va servir en tant qu'un support pour la plante. En même temps, la lignine, elle est accumulée dans les structures de conduction et les structures de soutien structurel de la plante. On les trouve dans les vaisseaux conducteurs et on les trouve aussi dans le collenchyme et maintenant le sclérenchyme. On a déjà 3 tissus, collenchyme, sclérenchyme, vaisseau conducteur chez la plante. C'est-à-dire qu'on a 3 endroits où on peut trouver la lignine. La lignine aussi, elle va servir en tant que, si vous voulez, un support de rigidité qui permet la croissance verticale des plantes et le transport de l'eau par capillarité à toutes les cellules. Vous voyez déjà l'importance de la lignine, c'est-à-dire des composés phénologiques, ont une grande importance pour la plante. La lignine aussi, elle a un autre rôle, c'est qu'elle va protéger la plante contre les herbivores. C'est-à-dire qu'elle va protéger la plante contre les animaux qui mangent les plantes. Hein, on les appelle les herbivores. Parce que la lignine, elle ne sera pas digérée dans l'appareil digestif des animaux. On a terminé avec la lignine. On n'a pas entré dans les détails, si vous voulez, de la biosynthèse, parce que la biosynthèse de la lignine, elle est presque la même comme les flavonoïdes et maintenant comme les coumarines. On va donner quelques exemples par la suite. La quatrième molécule, ou bien la quatrième catégorie des molécules phénoliques, on a les flavonoïdes. Regardez là, les flavonoïdes. Hein, on a mis en vert, si vous voulez, le suffixe OI, cela veut dire qu'il existe plusieurs composés. Les flavonoïdes sont des dérivés phénylpropanoïques qui sont solubles dans de l'eau. C'est-à-dire que les flavonoïdes, lorsque vous préparez une tisane, soit des pétales ou bien de la fleur d'une plante ou bien des feuilles de couleur rougeâtre ou bien jaunâtre, le milieu ou bien l'infusette, elle va prendre la même couleur, soit jaune, soit rouge, soit marron, soit violette. Cela veut dire qu'on a pu extraire les flavonoïdes dans de l'eau. Ça veut dire que les flavonoïdes sont solubles dans de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut les récupérer facilement par infusion ou bien décoction. Les flavonoïdes, soit on les trouve en couleur, non pas une couleur bien définie, ou bien on peut trouver la couleur jaunâtre. Sauf exception, dans le groupe des flavonoïdes, on a un sous-groupe qu'on appelle les anthocyanes, qui peuvent nous donner la couleur rouge, qui peuvent nous donner la couleur violette, bleue, et d'autres types, si vous voulez, de couleurs. Si on vous pose la question, les flavonoïdes sont développés à partir de quoi? Vous dites que les flavonoïdes, regardez là, les flavonoïdes au niveau de ce schéma, sont issus par plusieurs réactions biochimiques au niveau de la plante à partir d'une molécule qu'on appelle marangénine chalcone. Marangénine chalcone. Et regardez cette molécule marangénine chalcone, elle est issue par la condensation d'un groupement coumaroïde coenzyme A avec 3 molécules de malonyl coenzyme A. Et malonyl coenzyme A, ce sont des acides organiques qui participent à la formation des lipides et en même temps, lorsque la plante aura besoin, elle peut les récupérer pour la fabrication des flavonoïdes. Et vous voyez, ça veut dire une seule molécule, on peut la diriger en plusieurs directions
pour la formation des substances du métabolisme primaire ou bien pour la formation des substances du métabolisme secondaire. Et regardez là, ces composés sont des dérivés de la malanginine chalcone, elle-même issue de la condensation de trois résidus maloniques coenzyme A avec une molécule d'acide cynamique. Il s'agit donc de dérivés phénylpropanoïdes. On parle toujours des phénylpropanoïdes qui sont issus beaucoup plus par l'acide cynamique, issus par l'acide chimique, et ces deux derniers sont issus à partir des acides aminés, la tyrosine, tryptophane et maintenant phénylalanine. Regardez là, au niveau de ce schéma, on peut voir notre molécule, là, c'est une malanginine chalcone, et elle peut nous donner plusieurs types de flavonoïdes. Elle peut nous donner, on les trouve beaucoup plus au niveau de l'oignon seul, et la molécule on l'appelle la quercétine ou bien quinférol, et le groupe c'est les flavonoïdes. On les trouve chez les rutacées, c'est beaucoup plus les oranges, les mandarines, on les trouve chez les citrons. Et la molécule, on l'appelle hespérétine, qui fait partie d'un groupe qu'on appelle flavonoïde. On a aussi la catéchine et maintenant épicatéchine qu'on les trouve beaucoup plus chez le raisin, c'est-à-dire le fruit du raisin, c'est l'alum. Et le groupe, c'est flavane 3-ol, c'est-à-dire on parle beaucoup plus d'un produit qui est alcoolique. On les trouve aussi chez les apiacées, comme le Ma'adnous de Pchakratz, on les appelle apigénie, bien luthéonine, qui font partie d'un groupe qu'on appelle flavones, c'est-à-dire ce sont beaucoup plus d'équitants. On les trouve chez quelques espèces de couleur rougeâtre ou bien la couleur foncée, c'est comme les fraises, les framboises, on les trouve chez le mûrier, et le nom vient de la molécule, on l'appelle delphinidine ou bien malvidine, et le groupe c'est anthocyanine, les anthocyanines. On les trouve aussi chez le maïs, on peut le trouver chez quelques espèces de graminées, et on l'appelle benzéine ou bien gélesténine, qui font partie d'un groupe qu'on appelle isoflavones. Pour l'acide, ou bien si vous voulez les flavones, ou bien les chalcones, on a dit qu'ils sont issus, cette molécule, chalcone, elle est issue à partir de plusieurs réactions chimiques par la présence toujours des enzymes, à partir d'une molécule qu'on appelle acide chimique. Et l'acide chimique, c'est lui qui va nous donner une nouvelle molécule qu'on appelle acide cynamique, qui par plusieurs, si vous voulez, changements au niveau de notre molécule, on obtient l'acide paracoumarique qui va se transformer en une nouvelle molécule responsable de la formation des chalcones. Cette molécule, qu'on l'appelle malanginine chalcone, par isomérisation, elle peut nous donner les flavonones, et à partir des flavonones, on obtient les flavones, les dihydroflavonols et en même temps les flavones alcooliques. Si on vous demande de faire la définition des flavonoïdes, vous dites que les flavonoïdes constituent en eux-mêmes une famille de composés extrêmement vaste. Les flavonoïdes jouent des rôles physiologiques importants. La plante va sécréter ou bien produire des flavonoïdes pour les interactions entre, si vous voulez, les plantes, comme les légumineuses et les rhizobiums.
Elle synthétise ces composés pour être utilisés en tant qu'un filtre contre l'ultraviolet, parce que la plante, elle est figée, elle est fixée dans le sol, et elle a besoin, si vous voulez, d'une technique, ou bien si vous voulez, d'une méthode pour se protéger contre les rayonnements solaires. Par quel biais? Par la synthèse des flavonoïdes. Les flavonoïdes en général sont vraiment diversifiés au niveau des plantes. Cette variabilité des composés, elle est essentiellement liée, en premier lieu, au degré d'hydroxylation, c'est-à-dire la présence ou l'absence, si vous voulez, du groupement hydroxyle, OH, soit on trouve une seule molécule, ou bien deux, ou bien plusieurs molécules. Aussi, on a la méthylation, c'est-à-dire on peut ajouter à notre molécule, celle-là, on peut ajouter des groupements méthoxy, c'est-à-dire CH3O, ou bien on peut ajouter, ou bien combiner une autre molécule, c'est l'ingénine chalcone, on peut la combiner avec des sucres, soit des sucres simples, mono, c'est-à-dire des sucres simples, des monoses, ou bien des sucres qui sont combinés, diolosiques, ou bien des sucres complexes. Et vous voyez déjà, on a trois formules, ou bien trois variables. La première des choses, c'est l'addition de l'hydroxylation, c'est-à-dire OH, ou bien on ajoute les méthoxy, CH3O, ou bien on peut combiner avec, si vous voulez, des molécules de glucose pour obtenir des flavonoïdes. En général, la majorité des flavonoïdes sont, normalement, on les trouve dans les produits de consommation, c'est-à-dire on les trouve dans les produits, qui présentent un intérêt d'un point de vue de la santé humaine et font l'objet de nombreuses allégations concernant la santé. Beaucoup plus on parle là, on cherche pendant notre période, on cherche beaucoup plus les plantes ayant, ou bien qui sont très riches en flavonoïdes, utilisées en tant qu'antioxydants, c'est-à-dire contre la formation des cellules cancéreuses ou bien les cellules mitotiques. On a dit qu'au niveau des molécules phénoliques, les chercheurs ont arrivé à découvrir 8000 molécules jusqu'à nos jours. Parmi les 8000 molécules, on a 4500 types de flavonoïdes. On va dire presque, en plus de la moitié des molécules phénoliques font partie des flavonoïdes. Et vous voyez là, hein, les flavonoïdes. Et on commence toujours par la malgénine chalcone, c'est la molécule mère de la formation de 4500 types de flavonoïdes. Les chercheurs et les chimistes ont divisé les flavonoïdes des 4500 types en trois catégories bien distinctes. On a les anthocyanes, on a les tannins, on a les isoflavonoïdes. On a déjà donné, c'est-à-dire les fonctions, bien les rôles des flavonoïdes. On a dit que les flavonoïdes entrent dans les interactions entre plantes et animaux. L'exemple type, c'est l'attraction des pollinisateurs par la couleur des fleurs et transporteur des graines dans les fruits. C'est-à-dire, en premier lieu, la fleur, elle nous donne des pétales de couleurs différentes, c'est pour attirer les insectes pollinisateurs. En même temps, le fruit possède une couleur de l'épicarpe, la couleur rouge, la couleur jaune, la couleur violette, la couleur blanche, c'est pour attirer les animaux qui mangent les fruits pour participer à la transportation, ou bien si vous voulez, au transfert des graines d'un milieu à un autre. Et on l'appelle dans ce cas-là, c'est entomochore et en même temps anémochore. En plus, les flavonoïdes ont un rôle de protection
contre les rayonnements du soleil, c'est beaucoup plus l'ultraviolet. De temps à autre, on vous pose la question, d'accord, les flavonoïdes sont bénéfiques pour l'homme. Où peut-on les trouver? Est-ce qu'on peut les trouver chez toutes les plantes ou bien des catégories ou bien des familles bien distinctes? La réponse, les flavonoïdes, on les trouve presque chez la majorité des plantes des angiospermes, mais en particulier chez quelques familles. Les familles, c'est les astéracées. Et les astéracées, c'est comme le tournesol, c'est comme l'artichaut au. On peut les trouver chez les apiacées, c'est comme comment dire, l'espèce, c'est comme la carotte, qui font partie des apiacées. On peut les trouver chez les fabacées, c'est comme le fer, le favrol, l'haricot, le pois chiche. On les trouve chez la famille des rutacées, c'est beaucoup plus la famille des citrons, la famille des orangers. Et on les trouve dans un groupe qu'on appelle polygonacées. Hein, et la majorité des espèces des polygonacées, ce sont des espèces spontanées qu'on les trouve à l'état sauvage. Aussi, on peut trouver les flavonoïdes chez les gymnospermes. C'est comme le pin, comme le cyprès, comme l'arar, comme le paga. On peut trouver les flavonoïdes au niveau des tissus de ces plantes. Et on les trouve aussi chez les bryophytes, ça veut dire les plantes inférieures, comme les bryophytes, les mousses, et maintenant les fougères. Maintenant, on a désigné ou bien ciblé les familles où on peut trouver les flavonoïdes. Est-ce que les flavonoïdes, on les trouve dans toutes les parties de la plante? La réponse est non. On les trouve beaucoup plus au niveau des organes aériens. C'est comme la tige, c'est comme les feuilles, comme la fleur, comme le fruit. Mais on les trouve beaucoup plus dans les organes jeunes. C'est comme les feuilles jeunes et maintenant les boutons floraux qui sont vraiment très riches en flavonoïdes. Voici les 10 aliments qui sont très riches en flavonoïdes. Et on commence toujours par le thé. On a aussi l'huile d'olive qui est pressée à froid. On a les fruits rouges comme la fraise, comme les framboises. On a l'ail chaud. On a les pommes. On a le chocolat noir, issu d'une plante, c'est le cocaré. On a aussi les raisins et les vignes. On a l'épinard. On a les brocolis, ou bien brocoli. On a l'oignon. Vous voyez, ça veut dire que ce sont les 10 aliments qui sont très riches en flavonoïdes. Mais on peut trouver, si vous voulez, les flavonoïdes chez les autres espèces. Maintenant, on a une molécule de l'arginine chalcone. Cette molécule, on peut ajouter soit l'hydroxyle, ou bien on peut ajouter méthoxyle, ou bien des sucres pour obtenir plusieurs sous-groupes ou bien plusieurs sous-catégories des flavonoïdes. Et on les appelle, cette addition, on l'appelle les génines. Les génines sont des dérivés de la chromone benzo-gamma-pyrrole. Et regardez là, c'est notre molécule. Et quand on essaie d'ajouter des groupements hydroxyle ou bien méthoxyle ou bien des sucres, qu'est-ce qu'on peut obtenir? La première des choses, on a des flavones vrais. Et quand on rajoute des groupements hydroxyle, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle apigénine. Api, ça veut dire qu'on la trouve beaucoup plus chez les apiacées. C'est comme la carotte, c'est comme les fenouils d'espèces. Si on ajoute un groupement OH, on obtient un alcool qu'on appelle flavonol. Les flavonols ayant un groupement hydroxyle au niveau de l'atome de carbone numéro 3. Et à partir du flavonol, on peut obtenir un
une nouvelle molécule qu'on appelle quercétol. C'est un alcool qu'on le trouve beaucoup plus au niveau du génétique. Troisième catégorie, c'est des flavanols. Et regardez là, toujours flavanol, là. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté beaucoup plus un dégroupement hydroxyle, trois groupements hydroxyles et un groupement méthoxyle. Pour obtenir quoi? Hein? Une nouvelle molécule qu'on appelle espéritol et on la trouve beaucoup plus chez les rutacées. Les rutacées, l'exemple type, c'est celui de la famille des rutacées. Ça veut dire on le trouve beaucoup plus au niveau des fruits, de l'oranger, du citronnier et mandarine. On a une quatrième sous-catégorie, des hydroflavonols. Ça veut dire qu'on a ajouté un groupement hydroxyle au niveau de l'atome de carbone numéro 3. Et puis, on a les chalcones. Et regardez là, les chalcones, on peut ajouter un groupement hydroxyle ou bien deux groupements hydroxyles pour obtenir ce qu'on appelle isoléquiligène. Et cette molécule, en général, on la trouve beaucoup plus chez les plantes supérieures. Une autre molécule, ou bien une autre sous-catégorie, quand on prend deux molécules de nalanginine chalcone, regardez là, et on essaie de les faire combiner avec un groupement oxygène. On l'appelle biflavonoïde, carbone-oxygène-carbone. Biflavonoïde, carbone-oxygène, carbone, c'est-à-dire la liaison, elle est réalisée entre deux atomes de carbone, de deux molécules, par le biais d'un groupement oxygène. Chez quelques espèces, on peut faire la combinaison entre carbone-carbone sans passer par l'oxygène. C'est-à-dire qu'on ne va pas ajouter un groupement oxygène. On l'appelle carbone-carbone. Ce sont des biflavonoïdes carbone-carbone. Aussi, à partir d'une molécule nalanginine chalcone, on peut produire des isoflavones, ou bien on les appelle phényl-3-chromones, et on les trouve beaucoup plus dans le groupe de génistan et des légumineuses. Les légumineuses, c'est comme le fèvre, févrole, pois chiche. Et regardez là, je vous donne beaucoup plus des exemples, ou bien les plantes qu'on les mange. Mais il existe à l'état spontané des plantes qui sont très riches en flavonoïdes. On a aussi le H, c'est les oranges, et regardez là, même du point de vue stéréochimie, notre molécule, elle est complètement changée. Et on a une molécule, l'exemple type, c'est orezidine. On a l'hexantone aussi, regardez là, au niveau de notre molécule. Et la molécule type, ou bien l'exemple, c'est gentizine. La molécule type est la gentizine. Je vous ai dit que les flavonoïdes en général, on peut les combiner avec soit les groupements hydroxyles, soit avec les groupements méthoxyles, c'est-à-dire le OH, ou bien avec le CH3O, ou bien on peut les combiner avec les sucres. Et regardez là, c'est la combinaison avec les os. Hein, c'est une partie de notre molécule flavonoïde et c'est une partie osidique. Soit on trouve des sucres qui sont sains, on les appelle monosides. Regardez là, monosides. Et les plus utilisés dans la fabrication des flavonoïdes, on a la molécule du glucose ou bien la molécule du rhamnose. Chez quelques espèces, un sucre disaccharide ou bien dioloside, c'est lui qui va participer à la formation des flavonoïdes et on l'appelle beaucoup plus, la molécule la plus connue, c'est l'éthinose et son nom chimique, c'est ranosyl 1,6-glycose. Chez quelques espèces, on trouve
un trisaccharide, un sucre composé par 3 molécules de glucose. C'est lui qui va participer à la fabrication des flavonoïdes. Et on les appelle sophorotriose. Sophorotriose. Et la nomination chimique, glycosyl 1,2, glycosyl 1,2, glycose. Puisque nous l'avions déjà vu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus les flavonoïdes. Au niveau des flavonoïdes, on a un groupe de principes actifs qu'on les appelle les anthocyanes. Anthocyanes. Dans des livres, vous trouvez le terme anthocyanine ou bien anthocyanosides. Les anthocyanes, c'est un groupe de flavonoïdes ayant un rôle principal chez la plante pour l'attraction des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'on les trouve beaucoup plus au niveau de la fleur, c'est-à-dire au niveau des pétales, c'est-à-dire dans la corolle. C'est pour cela qu'on trouve que les pétales, la couleur des pétales diffère d'une espèce à une autre. On trouve les pétales de couleur jaune, on trouve la couleur rouge, on trouve la couleur bleue, violette, marron, et ainsi de suite. Et la couleur, elle est due beaucoup plus, ou bien la coloration, elle est due beaucoup plus à la présence des anthocyanes qui sont complètement différentes entre les plantes. Et les anthocyanes sont responsables de la couleur de la plante. Soit on trouve la couleur rouge, les couleurs les plus connues, c'est la couleur rouge, la couleur violette et la couleur bleue. Et on peut voir là quelques exemples. Celle-là, on la trouve beaucoup plus chez une espèce qu'on appelle Pelargonium, ou bien en français on l'appelle Géranium, qui font partie de la famille des Geraniaceae. Et notre molécule, ce que vous voyez là, on l'appelle pélargonidine. Pélargonidine. On a aussi, là, c'est une rose, où on peut trouver que les pétales là sont de couleur rougeâtre. On l'appelle cyanidine. Regardez là, notre molécule, on l'appelle cyanidine. Et on a d'autres espèces qui peuvent nous donner des fleurs de couleur bleue. Parmi les plantes, on a une espèce qu'on appelle delphinium. Delphinium, c'est une espèce qu'on la trouve à l'état spontané. Et la molécule, ou bien l'anthocyane responsable de cette couleur bleue, on l'appelle delphinidine. Delphinidine. Et regardez la différence entre les molécules. La différence repose beaucoup plus sur l'emplacement des groupements OH. Regardez l'emplacement des groupements OH. Là, au niveau des pélargonidines, on a uniquement 4 groupements hydroxyles, alors qu'au niveau des cyanidines, on a 5 groupements hydroxyles. Et au niveau des delphinidines, on a, regardez là, on a 6 groupements hydroxyles avec une remarque sur le groupement hydronium, c'est-à-dire l'oxygène, il contient normalement l'oxygène, il est à double liaison, mais là, on trouve la présence de 3 liaisons avec le groupement oxygène. C'est un caractère spécifique pour les anthocyanes. Maintenant, on vous demande de définir les anthocyanes. On vous dit, est-ce que les anthocyanes sont identiques aux flavonoïdes? Vous dites que les anthocyanes sont différents des flavonoïdes car les anthocyanes possèdent des couleurs orange, pourpre et bleu, alors que pour les flavonoïdes, peuvent absorber uniquement au niveau de l'ultraviolet. Cela veut dire que les anthocyanes sont largement impliqués dans la coloration des pétales et on peut les trouver aussi dans les différents tissus, si vous voulez, des plantes, comme le chou rouge, chrome ahmar.
C'est-à-dire que les anthocyanes, on ne les trouve pas uniquement au niveau des fleurs, on peut les trouver même au niveau des tiges et maintenant les feuilles. La question qui se pose, les flavonoïdes et les anthocyanes ne possèdent pas la même couleur. Les flavonoïdes, leur rôle, c'est beaucoup plus la protection de la plante contre l'ultraviolet. Le rôle des anthocyanes, en premier lieu, c'est de donner la couleur aux pétales, de donner la couleur aux feuilles, c'est pour l'attractivité des insectes pollinisateurs. Quand est-ce que la plante, elle peut synthétiser les anthocyanes? La synthèse des anthocyanes dans les organes foliaires est souvent activée par des stress. Quand la plante ou bien la feuille sera exposée au froid, elle commence à sécréter les anthocyanes pour se protéger. Les anthocyanes aussi sont sécrétés à cause des carences, c'est-à-dire un manque d'un élément au niveau de la plante. C'est-à-dire que c'est un indicateur que la plante, elle est, si vous voulez, elle a un déficit dans les minéraux, un déficit dans, si vous voulez, l'azote, un déficit dans, si vous voulez, la richesse en sucre. Ou bien, les anthocyanes sont synthétisés par les plantes qui sont âgées, c'est-à-dire les plantes en sénescence, qui vont se dégrader par la suite. Les anthocyanes sont utilisés, nous on les utilise en tant que colorants alimentaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont des propriétés antioxydantes. Elles ont des propriétés antioxydantes. Dans des livres, vous trouvez les termes des anthocyanes, ou bien vous trouvez le terme des pigments accessoires, ou bien vous trouvez le terme pigments anthocyaniques. Ce sont des composés hydrosolubles de teinte rouge, violette ou bleue. C'est une définition aussi du terme des anthocyanes. En général, les anthocyanes, on a dit qu'ils peuvent colorer les fleurs, peuvent colorer les fruits et parfois les feuilles quand les feuilles sont stressées ou bien pendant la carence d'un élément ou bien quand la feuille arrive en sénescence, c'est-à-dire elle devient âgée, les anthocyanes commencent à être synthétisés au niveau de la plante. Pour les anthocyanes, on les trouve dans la nature uniquement sous forme d'hétérosides, c'est-à-dire les anthocyanes sont toujours combinés avec des sucres. Regardez là, hétéro, ça veut dire hétérogène, oside, ça veut dire sucre, c'est-à-dire on trouve le noyau flavulum qui est combiné avec une molécule de sucre. Ça dépend du type de sucre, soit des monosides, ou bien disaccharides, ou bien trisaccharides, ou bien les polysaccharides. Et dans ce cas-là, on les appelle anthocyanosides. Anthocyanes et osides, c'est-à-dire c'est la combinaison entre la molécule ou bien le noyau flavulum et en même temps une molécule de sucre pour former ce qu'on appelle le groupe des anthocyanines. On les appelle anthocyanes, anthocyanines ou bien hétérosides ou même, si vous voulez, anthocyanosides. Les génines anthocyanidines ou bien anthocyanidol sont des dérivés de phényl de benzopyridion ou bien on l'appelle flavidium. C'est cette molécule que vous la voyez là. Et cette molécule, elle est, si vous voulez, spécifique par la présence d'un oxygène sous forme d'oxonium. Et regardez là, normalement l'oxygène, on le trouve qui est relié uniquement avec 2 liaisons. Là, il est relié avec 3 liaisons. C'est pour cela qu'on met toujours le signe plus sur l'eau. Ça veut dire que notre molécule, on ne la trouve pas à l'état, si vous voulez, naturel. Elle est toujours sous forme de sel. C'est-à-dire qu'elle est toujours combinée avec
les sucres. Regardez là, on a deux plantes, c'est la laitue, Slata. La première, elle se développe à une hauteur basse. La couleur des feuilles elle est de couleur verte, ça veut dire très riche en pigments chlorophylliens, la chlorophylle A, B, C. Mais la deuxième, elle a été cultivée à une altitude qui dépasse 1000 mètres. Et regardez, la couleur des feuilles, elle est complètement changée. Ça veut dire que notre plante, elle a été exposée à un stress. Le stress, c'est l'altitude et maintenant les rayonnements solaires par l'UV. Pour que la plante se protège, elle va augmenter la synthèse des anthocyanes. Et regardez la couleur, elle est de couleur marron et même violette. C'est pour mieux protéger les tissus de la plante. Les anthocyanosides, ou bien les anthocyanes, on les trouve chez plusieurs plantes, mais on les trouve beaucoup plus chez les angiospermes, c'est-à-dire les plantes qui peuvent nous donner une graine qui est complètement protégée. Mais on peut les trouver aussi chez quelques espèces de gymnospermes. De temps à autre, vous trouvez des espèces de gymnospermes, les feuilles de couleur qui est complètement différente de la couleur verte, c'est-à-dire la couleur, soit on la trouve marron ou bien la couleur violette. C'est-à-dire que cette feuille, elle est très riche en anthocyanes. Au niveau de la plante, soit on trouve les anthocyanes qui sont synthétisés au niveau des fleurs, c'est comme le coquelicot, la mauve et la violette, ou bien on les trouve au niveau des fruits, c'est comme le cassis et le myrtille, ou bien au niveau des feuilles, on les trouve beaucoup plus chez vigne rouge et le cacao, ou bien on les trouve au niveau des graines, c'est comme le cacao. Maintenant, on a une autre molécule du flavinium, ou bien on l'appelle noyau flavinium. Cette molécule, elle contient plusieurs groupements hydroxydes, regardez là, et en même temps, on a un radical, le R1. Normalement, on a le R1 au niveau de l'atome de carbone numéro 3 et on a le R2 au niveau de l'atome de carbone numéro 5. Le R1 et le R2, ce sont des radicaux. Et à chaque fois, si on change le R1 avec le H, on obtient une nouvelle molécule. Si on change le R1, R2 avec un groupement hydroxyle OH, on obtient une nouvelle molécule. Si on ajoute au niveau du R1 et ou au niveau du R2 un groupement méthoxyle, on obtient une autre molécule et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut à partir du noyau flavinium obtenir plusieurs molécules. Et le tableau qui est juste à côté nous montre ça. On a la génine, on a le R1 et le R2. Regardez pour le R1, on a le H, OH, OH, OCH3, OH, OCH3. Et on essaie de faire la combinaison avec le R2. R2, HH, OH, H, OCH3, OCH3. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un mélange ou bien un changement pour obtenir plusieurs molécules. La première molécule qu'on appelle un pélargonidol, elle contient au niveau du R1, R2, R1 et R2, on a beaucoup plus de H. On obtient une molécule qu'on appelle pélargonidol, qu'on la trouve beaucoup plus chez le géranium. Le R1 il est changé par un groupement hydroxyle et le R2, on a maintenu toujours le H, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle cyanidol. Cyanidol, on la trouve chez une plante qu'on appelle bleuet. Si on change le R1 et le R2 avec des groupements hydroxyles, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle delphinidol. Et on la trouve chez une plante qu'on appelle delphinium. Au niveau du R1, on va ajouter un groupement méthoxy, c'est-à-dire OCH3, et au niveau du R2,
on maintient toujours le groupement H, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle théonidol. Et on la trouve chez une plante qu'on appelle la pivoine. La même chose pour le R1, on lui donne ou bien on lui attribue le groupement hydroxyle. Pour le R2, on va ajouter un groupement méthoxy. Et regardez, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle pétunidol et on la trouve chez une plante qu'on appelle pétunia. Si on rajoute deux groupements méthoxy, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle malvidol, qu'on la trouve beaucoup plus chez la mauve. La mauve, c'est le Khubayza. La même chose, là, on a travaillé beaucoup plus avec le groupement hydroxyle, on a travaillé avec l'atome d'hydrogène, on a travaillé avec le méthoxy, mais si on essaie d'ajouter des molécules de sucre ou bien des molécules glycidiques, on va obtenir des nouvelles gammes des flavonoïdes ou bien les anthocyanosides. Regardez là, en deuxième groupe, on a les oses. Les oses, on a plusieurs types de sucre. Soit on rajoute des molécules de glucose ou bien de ramenose. De temps à autre, on peut ajouter xylulose ou bien le galactose. Et regardez là, notre molécule qu'on appelle le noyau flavulien, on peut lui ajouter des sucres. Et regardez là, les sucres, on a deux molécules de sucre ajoutées à notre noyau flavulien. Et regardez qu'est-ce qu'on a obtenu. On a obtenu une nouvelle molécule qu'on appelle malvoside, molécule malvoside, et on la trouve beaucoup plus chez la mauve, c'est-à-dire chez Khubayza. De temps à autre, on peut ajouter, pas uniquement si vous voulez, un seul type de sucre, soit un sucre simple, ou bien, si vous voulez, un sucre qui est composé, et on les ajoute dans un seul endroit, ou bien dans deux endroits, ou bien au niveau de trois endroits. Ça dépend, si vous voulez, ce qu'on cherche en tant qu'anthocyanoside. Regardez là, on a quelques principales plantes à anthocyanoside. Parmi les plantes, on a la vigne rouge. C'est une plante qui nous donne des feuilles de couleur rougeâtre ou bien brunâtre. Et le fruit, il est de couleur, on le trouve de couleur noirâtre ou bien on le trouve de couleur dominée par le rouge. Et l'espèce, on l'appelle Vitis vinifera. C'est la vigne rouge. Et la variété, c'est Tinctoria. Et regardez là, on peut voir notre molécule. C'est-à-dire, on trouve beaucoup plus l'éthinoside du cyanidol. On a aussi une autre espèce, c'est le Cassis eribes migrant. Et on a une troisième espèce, c'est méthyle, ou bien RL méthyle, d'une espèce qu'on appelle Vaccinium methylis. Et regardez notre molécule où on a ajouté un groupement glycidique, c'est-à-dire une molécule de glucose. Au niveau des molécules des anthocyanes, on trouve un groupe qu'on appelle les isoflavones. Ce sont des composés particulièrement retrouvés chez les légumineuses, c'est-à-dire les isoflavones. On les trouve beaucoup plus chez les légumineuses papilionacées. C'est comme le fève, févrole, le pois chiche. On les trouve chez les plantes aussi spontanées, comme les spartes, comme les genêts, comme le cadicoton, où on peut trouver les isoflavones. Et regardez là, c'est des xéides. Et en même temps, on peut trouver la molécule qu'on appelle phaseoline. On la trouve beaucoup plus chez Vicia faba. On a aussi les groupes de flavanes 3-ol. Et ces composés en général sont synthétisés par la plante pour se protéger contre les animaux. On les appelle
des composés phago-déterrants ayant la propriété de faire précipiter les protéines et impliqués dans la défense contre les pathogènes et les phytophages. C'est-à-dire, quand l'animal, ou bien, si vous voulez, l'insecte, mange ou bien dévore les feuilles, qui sont très riches en flavin 3-ol, ces molécules vont se combiner avec les protéines spécifiques de l'animal, ils vont le faire précipiter. Et de ce fait, l'animal aura des malaises au niveau soit de l'estomac ou bien dans l'appareil digestif. Eux aussi sont des molécules à faible poids moléculaire. De ceci, on a terminé notre première partie concernant les anthocyanes. Le prochain cours, on va essayer de voir un autre groupe, c'est toujours dans le groupe, si vous voulez, des composés phénoliques, et on va travailler beaucoup plus sur les tannins. Merci pour votre attention, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de programmer une nouvelle séance. Merci pour tout le monde.